Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Couloir. Aujourd'hui, il sera question de préparation physique. Et pour aborder ce sujet, qui est une des thématiques centrales de l'entraînement, j'ai le plaisir de recevoir Yvan, Christophe et un invité spécial, Marco Palucci. Marco, entraîneur de sprint à l'ASA Maison Alfort et notamment entraîneur de la LFD. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des remarques. Allez, bonne écoute. Bonjour les gars et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Couloir 9-4. Comme d'habitude, lors de ces tables rondes, nous avons Yvan et Christophe, les deux petits acolytes. Et aujourd'hui, on a un spécial Marco. Marco, bienvenue à toi. Je te laisse te présenter, faire un petit mot d'intro. Bonjour les gars, merci pour cette invitation. Et moi, c'est Marco et je coach le sprint 100, 200, 400 mètres au club de Maison Alfort. C'est la 6e année et comme vous pouvez l'entendre depuis mon accent, je suis italien, donc je viens d'Italie et c'est là-bas que j'ai commencé l'athlétisme. Et puis, je continue mon aventure ici, dans les 94. Voilà. Super. Bienvenue à toi, on est très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour parler aujourd'hui de la préparation physique. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. C'est un grand thème qui peut parfois être un peu fourre-tout, mais en fait, on se rend compte, et là, au fil de notre émission, on va bien le voir, que c'est quelque chose c'est un élément de l'entraînement qui est important, voire qui peut être central, et qui peut permettre de faire passer certains paliers. Pour commencer, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez nous dire quel est votre rapport à la préparation physique et comment est-ce que vous la définissez dans votre système d'entraînement, les gars. On commence par Yvan, tiens, notre tribun habituel. Ouais. Donc, on va commencer. Alors, c'est vrai que je vais juste me représenter, mais j'interviens plus là pour en tant que coach demi-fond. Donc, on a déjà une spécificité avec le demi-fond où la préparation physique commence à arriver, on va dire. On a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser, et les athlètes en premier, parce que si les athlètes s'y intéressent pas, c'est un peu compliqué. Moi, si je devais expliquer ce que c'est que la préparation physique quand je dois expliquer un peu, je leur dis que c'est évidemment dans le mot il y a préparation, il y a physique, donc on va parler de fondation. Mais je vais aussi insister beaucoup sur l'idée que si on prend l'image d'une construction d'un bâtiment, ça va être aussi toutes les briques et tout le ciment qui va permettre d'arriver à construire l'édifice, parce que c'est vrai qu'il y a parfois une vision un peu réductrice de la préparation physique, avec la préparation physique de début de saison, et puis après c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, et on s'arrête là. Et en fait, non, on s'arrête pas là, quoi. C'est toute l'année, et avec des cycles et des intentions différentes. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Christophe? Nous, dans les sauts, c'est quelque chose qui est quand même assez historique, puisque voilà, on a des composantes qui sont différentes, aussi bien des composantes fondamentales, avoir un corps qui permet d'évoluer dans les différents sauts de façon optimisée. Il y a tout ce qui est physique et il y a tout ce qui est moteur également, puisqu'on a des actions motrices qui sont différentes sur les sauts, puisqu'on a des sauts horizontaux et des sauts verticaux, donc qui ont des composantes différentes au niveau de la structure musculaire. Même si c'est la grande famille, j'imagine que effectivement les composantes même sur le demi-fond sont pas les mêmes sur un coureur de 800 et un coureur de marathon. Donc la prépa peut peut-être s'aligner sur effectivement les disciplines et arriver à quelque chose de plus affiné dans la construction fondamentale de départ et dans la continuité de façon plus individualisée. Okay. Marco, à ton tour. Oui, pour moi, Yvan a très bien résumé, comme il a dit, c'est les fondements du bâtiment qu'on veut construire. Donc, du coup, c'est les fondements de la performance qu'après l'athlète veut et doit réaliser parce que c'est l'objectif de tout l'entraînement.
Et c'est la base de la technique et selon la discipline qu'après l'athlète fait. Et voilà. Et du coup, je suis d'accord avec lui aussi, c'est quelque chose qui est présent toute l'année. Et j'ajouterais, c'est quelque chose qui est fondamental pour la prévention des blessures. Voilà. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Doit être présent obligatoirement. Voilà. Oui, oui, moi, je partage tout à fait. On est dans ce continuum où la préparation physique sert au développement des qualités physiques, hein, ça c'est clair, à travers des écoles de musculation, du travail un peu plus spécifique qui se rapproche des disciplines de chacun. Il y a également une grosse partie sur la prévention des blessures, tout ce travail de prophylaxie, de petits ateliers de réathlétisation qu'on peut faire, mais qui peut être également fait, ça peut-être on en parlera un petit peu, lors de la prise en charge par des thérapeutes ou dans un protocole de réathlétisation. Et il y a aussi un autre élément qui, pour moi, et ça, Marco, tu viens de le parler, tu viens de l'évoquer, c'est la progression technique. Et effectivement, par des moments, on essaye de faire apprendre une technique et on voit que ça passe pas. Et bien souvent, c'est justement parce qu'il y a un déficit physique que la technique ne passe pas. Donc oui, je pense que c'est un gros soutien au progrès et physique, technique et sur cette protection de la blessure. Moi, j'aimerais qu'on creuse un petit peu justement vous sur l'organisation de la préparation physique dans une semaine type ou au long de la saison. Comment est-ce que vous y prenez justement dans l'organisation? Voilà, si moi je prends mon exemple, j'ai un continuum qui fait qu'on va partir de choses très générales, voire de la mobilité, pour aller euh, jusqu'à de la muscu lourde, jusqu'à des choses assez explosives. Mais dans tout ce continuum, j'essaye d'organiser mes cycles et mes semaines en répartissant mes exercices, en jouant sur des tempos, en faisant de la préparation athlétique, de la préparation spécifique, générale. Et j'essaye de répartir un petit peu comme ça tout au long de l'année et sur la semaine. Moi, je suis assez curieux de voir un peu comment est-ce que vous organisez par rapport à ça. On va commencer par toi, Christophe. Bah écoute, très bizarrement, quand tu nous as proposé ce sujet, je suis tombé sur un podcast où Frédéric Aubert intervenait il y a pas très très longtemps et où effectivement il parlait qui a été entraîneur d'athlètes, qui a émérite, qui a été également intervenant à l'INSEP en tant que prof, qui s'est occupé du Stade Français, qui s'est occupé de la génération Tony Parker à l'INSEP sur le basket. Enfin voilà, c'est un gars qui a touché à tout. J'ai eu la chance de le rencontrer encore il y a 2 ans et son discours reste toujours le même, quoi. L'individu, avec effectivement une progression marquée et établie et contrôlée. Et surtout, ce qui ressortait de l'échange qu'il avait, c'était sur la préparation physique, que on peut tout faire, mais il faut se rappeler ce que doit faire l'athlète. Donc déjà, le premier point, c'était connaître les gens. Parce qu'effectivement, et c'est mon cas, quand on commence la saison, on a toujours nos petits exercices fondamentaux. Allez, on va faire un petit peu d'aérobie, des choses. Mais par contre, je teste les gens sur des trucs qui sont très très basiques, mais par contre qui me permettent de rétablir un plan solide. Comme vous parliez tout à l'heure de fondation, qui est peut-être le mot qui va être le plus important pour construire l'individu par la suite, ou lui donner la possibilité de continuer sa construction. Il y a des étapes sur lesquelles effectivement il faut avoir des marqueurs. Donc, je pense que ça c'est super important de bien construire cette base-là, qui est un continuum durant toute la carrière ou toute l'évolution du sportif, et derrière toujours ramener avec les prérogatives que l'on a selon les disciplines. Donc moi par exemple sur la perche, voilà, il faut avoir un renfort musculaire, scapulaire du haut du corps assez important, un gainage important, aller assez vite. Donc voilà, si on prend 3, 4 critères qui sont importants, on va faire du fondamental pour effectivement prévenir et ne pas se blesser. Et derrière, commencer à construire le spécifique par rapport à ça. Mais voilà, avec toujours cet objectif de comprendre qui on est, savoir qui on est, pour pouvoir toujours améliorer. Donc avec Marco, on en a souvent discuté puisqu'il entraîne Alex Deo. Et ça a été un sujet il y a 2 ans quand au comité, on a commencé à travailler avec la cellule OptiPerf de la Fédé.
c'était d'amener du complément d'information sur la structure de base d'un athlète pour qu'il soit performant. Elle est championne d'Europe du 4x4, elle est championne d'Europe individuelle en espoir, je crois, ou en junior. Espoir, ça cartonne également. Elle fait partie du membre du relais. Et derrière, effectivement, aujourd'hui, Marco construit les choses, mais il va falloir qu'il soit aussi accompagné sur un certain nombre de sujets, sur l'individu en lui-même. On connaît tous les athlètes que l'on a. On a toujours une vision. L'entraîneur va dire, j'ai l'œil, mais aujourd'hui, il y a autre chose que l'œil pour construire les gens. Donc voilà, moi je pars sur ces petits tests. Il y a des tests qui sont beaucoup plus aboutis, des tests de VO2 max avec prise de gaz, etc. pour le demi-fond. Je sais pas si vous faites des choses comme ça, mais en tout cas pour nous, aujourd'hui, je pense que mieux connaître les individus, c'est les caler encore mieux sur les process que tous les quatre nous avons, qui sont déjà existants, théoriquement performants, sur lesquels il va falloir construire l'individualisation pour les athlètes que l'on a, quel que soit le niveau. Aujourd'hui, l'expérience doit être belle pour tout le monde. Et belle, c'est pouvoir en parler de façon vertueuse en disant « j'ai progressé ». Tout le monde ne devient pas champion du monde. Tout le monde ne s'appelle pas Jimmy Gressier, Marie-Jo Pérec. Par contre, le parcours de chacun doit être évolutif et constructif. Ça peut servir dans le sport et ça sert très souvent sur d'autres liens avec l'existence personnelle des gens. Ok, mais concrètement, toi, comment est-ce que tu le mets en place? Bah concrètement, voilà, moi je suis parti sur autre chose que ce que l'on fait d'habitude avec les cycles, les mésocycles, etc. Moi je me dis voilà, je vais essayer de rester sur les filières qui sont les miennes sur la perche. Donc moi aujourd'hui j'entraîne plus d'athlètes de haut niveau. J'entraîne des gens qui viennent à l'entraînement tous les jours. Donc qui viennent à l'entraînement tous les jours pour se faire plaisir. Donc déjà, moi, mon objectif, c'est le sourire. Est-ce que ça fait partie des fondamentaux? Je pense que oui. Donc un bon entraînement, c'est quelqu'un qui sort, même si ça a été dur, ou effectivement, il a le sourire. Mais au-delà de ça, voilà, je sais que dans ma semaine, il va falloir que je travaille de la vitesse, il va falloir que je construise en préalable tout le potentiel aérobie des gens pour qu'effectivement, ils arrivent avec ce qu'on appelle une petite caisse, même si effectivement, nous, la version de notre activité, elle est sur 12 fois, grand maximum dans une compétition, 25 à 40 mètres. Donc on n'est pas sur des trucs qui sont monstrueux. Par contre, c'est une discipline, en l'occurrence le saut à la perche, où on doit être à 100% pour pouvoir faire un saut. 100% de ce qu'on est capable de faire avec une perche. Ce qui n'a rien à voir avec les 100% de ce qu'on fait sans perche. Il y a un delta entre les deux. Donc forcément derrière, construction solide musculaire, pour qu'avec de la plio, avec pas mal de renforcement musculaire, on a la chance aujourd'hui de pouvoir être l'hiver à l'INSEP et d'avoir accès à des agrès. Même dans mon club aujourd'hui, on a des barres fixes. Donc on repart sur des structures d'entraînement qui sont ultra légères au départ et qui vont petit à petit s'agréer, sur lesquelles on va agréer tout ce qui est renfort musculaire avec barre, et puis une progression là-dessus sur des charges légères avec un volume, et derrière réduire pour aller vers plus d'explosivité, puisque nous, c'est de la vitesse et de l'explosivité dans le saut. Voilà, donc c'est ultra simple en fait, c'est un jeu. J'explique souvent aux gens que l'entraînement c'est un grand jeu de cubes, et on essaie de monter quelque chose qui va vers le haut avec ces cubes. Donc on structure la base avec un certain nombre de cubes, et après on rassemble des choses. Et plus on arrive vers le haut, plus il va falloir être pertinent dans les choix pour que la structure puisse tenir. Et top, merci. C'est assez logique et imparable. Marco, toi aussi, si tu peux nous donner un petit peu ta vision des choses sur ce sujet-là, et puis voir un petit peu comment est-ce que tu répartis dans ton système. Dans les premiers cycles, ceux de reprise, la préparation physique plutôt générale pour réathlétiser et refaire bouger tous les muscles, surtout les muscles plus profonds qu'ils ont eu la belle pause pendant les vacances estivales. Donc, ça part toujours de ça. Et puis, c'est des exercices qui vont avoir une évolution pendant l'année et selon les cycles qu'on va faire. Et du coup, quelque chose qui part sur du volume et on y va vers la réduction du volume et l'augmentation de l'intensité dans chaque exercice
tout en tenant compte de chaque priorité de l'athlète, du coup, de chaque athlète, de ses besoins, et des exemples simples qui a plus de faiblesses dans les ischios ou dans les fessiers, etc. On cherche toujours d'adapter les exercices et les cycles de chaque séance par rapport aux besoins de l'athlète, tout en tenant compte de la discipline qui va concerner chaque personne. Voilà. Donc ça, c'est une explication un peu rapide, mais j'espère clair pour ce qui c'est l'évolution dans la saison que je vais faire avec les groupes. Voilà. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu organises tes séquences de préparation physique dans la semaine? Dans une semaine Il y type? a toujours, il y a deux jours par semaine que c'est concentré plus sur les renforcements, les développements de toute la chaîne inférieure. Et puis, on fait une séance par semaine bien concentrée sur tous les renforts et les développements de toute la chaîne supérieure. Abdos, bras, les dos. Et pour ça, on fait confiance à un préparateur physique, c'est un ami, c'est un prof de PS, il s'appelle Julien Barbe, c'est lui qui gère la partie supérieure les mercredis après-midi. D'accord. Okay. Et tout ça est lié aussi à l'haltérophilie, que c'est quelque chose aussi présente 3 fois par semaine dans les programmes qu'on va faire et qui nous a permis d'évoluer pas mal par rapport aux performances. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Après, j'aurais une petite question pour les trois concernant ça, je sais pas. Les barres lourdes. Yvan. Alors moi je vais pas être très original par rapport à ce qui a été dit déjà, par rapport à Marco sur le fait on va débuter, on va essayer de remettre le corps à peu près en place. Si je pense à ce que dit Christophe aussi, nous on n'a pas la problématique. En fait, notre activité de demi-fond pour tout ce qui est la partie physio finalement, on fait de la prépa physique finalement. Notre activité c'est ça finalement. Donc du coup, ça laisse de la place pour être un peu plus orienté sur le travail de force, de puissance, tout ce qui est principalement membre inférieur, forcément, et le gainage aussi pour arriver à transporter le corps au plus loin, au plus vite et sur la durée dont on a le plus besoin. Après, une fois qu'on a défini ça sur la particularité du demi-fond, c'est arriver à convaincre, à amener les gens à être dans une logique de préparation physique. Parce qu'en fait, ils aiment, sur les demi-fondeurs, aiment le travail physique, mais une certaine typologie et pas forcément d'autres, quoi. Donc, il faut arriver à amener les développements physiques, parfois par des procédés qui vont parfois ne pas être visibles. Par exemple, le travail de côte, pour moi, ça va être quelque part il y a une dimension préparation physique dans le travail de côte. Parce que j'ai envie que ça pousse, j'ai envie qu'il se passe des choses au niveau de la triple extension, qui est de l'endurance de l'endurance de force, par exemple, sur des côtes assez longues, si on aura travaillé la force un peu plus en salle. Donc on va dire, tout se passe pas à la salle en fait. Tout se passe pas à la salle, même si ça reste quand même on va dire le bon endroit pour pouvoir apporter des choses un peu spécifiques et éduquer aussi, parce que finalement, comme je disais au début, si l'athlète n'est pas dans le truc, on va lui demander de faire tel geste ou de tel, il va pas forcément comprendre qu'il faut qu'il se mobilise un peu pour recruter, pour faire de la force, par exemple. Donc il faut l'amener à ça aussi. Et en fait, là, quand Marco disait qu'il faut réhabituer le corps, en fait, j'ai même envie de dire, il faut préparer à la suite. C'est-à-dire que il faut que quand on va vouloir engager de la force, moi par exemple ça va plutôt être au mois d'octobre, il faut que le corps soit prêt à se prendre une barre sur les épaules. Un corps de demi-fondeur, ça peut vite vriller au niveau dos. Donc on va travailler aussi à ça. C'est-à-dire on parle tout souvent de prophylaxie, mais l'intérêt aussi c'est que quand on va amener quelqu'un dans une zone où on veut qu'il progresse physiquement,
bah, il faut qu'il soit en capacité d'engager ses progressions et de pas se blesser, quoi. Ce qui malheureusement m'arrive quelquefois quand on va mettre quelqu'un sur une barre guidée, alors qu'on a fait beaucoup de presse avant, quoi. Donc voilà un peu ma présentation. Et donc après sur les cycles, bah, logiquement, général, après la force, et après, bah, effectivement, toujours essayer d'individualiser sur ce que les gens, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils sont capables de faire, et après intégrer ça dans les compètes, parce que nous, je pense qu'on a un programme de compétition plus dense, enfin en tout cas qui est plus réparti sur l'année. Donc engager des gros cycles de développement en préparation physique en force, c'est parfois plus difficile. Ok, ok. Bon, je vais me coller aussi un petit peu à l'exercice. Du coup, moi, dans ma conception un petit peu sur mes disciplines, de son longueur et le trip, je réfléchis d'abord aux besoins spécifiques de ma discipline, où là, moi, je vais avoir besoin de réactivité, de vitesse, de résistance, et une notion qui m'est chère aussi, un peu d'élégance. Et ça, en fait, ça va me ramener à justement à ce qu'est la préparation physique et ce que sont les qualités physiques. Donc, en gros, je vais avoir besoin de coordination, de vitesse et de force. Ça va être mes trois axes et mes piliers majeurs sur lesquels je vais vraiment travailler. Et ensuite, en soutien, je vais avoir un peu d'endurance, un peu de souplesse, pour tout ce qui est mobilité, et venir compléter un petit peu mon système. Une fois que j'ai fait un petit peu ce tri, je vais réfléchir un petit peu en me disant, putain, mais quel exo je vais pouvoir mettre sur mes sessions. Je viendrai après sur justement comment est-ce que j'organise mes sessions. L'idée après, c'est quels sont les besoins de mes individus. Il pratique telle discipline, mais lui, ses besoins, c'est quoi? Est-ce qu'il a besoin de force? Est-ce qu'il a besoin de vitesse? Est-ce qu'au contraire, c'est pas quelqu'un qui est très coordonné? Voilà. Et donc, j'ai réfléchir par rapport à tout ça. Il y a aussi un autre indicateur, et ça, c'est un petit exemple là, que je donne, la forme de course. Donc, suivant que j'ai un athlète qui court, qui est très aérien ou qui est plutôt du genre en force, à venir bien chargé en cuisse, euh, je vais lui donner soit des soulevés de terre, soit des squats. Et donc, dans les périodes de développement là dans lesquelles on est, j'aurais plutôt tendance pour un athlète qui est très aérien, à le faire travailler sur des soulevés de terre parce que ça va pas être son exercice euh, préférentiel. Et à l'inverse, quand on va être en période de compète, à le faire basculer justement sur des squats. Voilà. Ça, c'est mon petit truc à moi. Je trouve que ça apporte de la diversité à l'entraînement, mais également que ça les contraint à aller dans des zones de travail dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est plutôt un petit truc que j'ai testé, que je trouvais pas trop mal. Il y a aussi, mais ça, on en avait déjà un petit peu parlé, la spécificité des féminines, notamment sur un travail de volume et d'explosivité. Ou par exemple, si on est sur du 6x6 pour les gars, les filles vont faire du 4x9. Donc déjà, là, je suis sur une différenciation. On va être sur le même volume, mais pas sur la même répartition. Ça, c'est dû aux spécificités féminines qui ont besoin de faire un tout petit peu plus de répétition pour consommer un petit peu plus d'oxygène. Et en consommant plus d'oxygène, forcément, là, on vient travailler de manière un peu plus intéressante quand on est sur ces portions-là de travail où on est plus sur de la force, résistance et force-puissance. Donc ça, c'est mon petit truc que j'ai un petit peu dans ma tête et dans mon background quand je parle de préparation physique. Et sinon, dans la semaine, j'ai plusieurs sessions. Je vais avoir deux grosses sessions, dont une muscu haltérophilie, avec des exos d'haltérophilie, et une où je vais plus être sur une séance type de développement athlétique, préparation athlétique. Okay, et je peux avoir après des petites sessions de 2-3 exos en fin de séance, notamment après le sprint, où là, je vais rajouter 2-3 exos. Donc, ce qui me permet de faire des rappels aussi et de faire des différenciations entre ce que je veux et puis les besoins que je veux. Après, moi, ce qui va me guider et savoir si, justement, toute cette orientation, elle est bonne, c'est ma séance technique. Si ma séance technique est pourrie, ça veut dire que ce que j'ai fait en amont ou après en prépa physique, il y a des choses à revoir. Et ce que je recherche, c'est, je veux pas qu'il soit frais quand on fait de la séance technique,
Il y a des moments où j'ai besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils aient les jambes chargées. Par contre, je veux qu'il y ait de la réalisation et qu'il y ait de la progression de semaine. Donc moi, voilà, c'est un peu mon continuum. Euh, En parlant de ça, donc Marco parlait un petit peu justement d'haltérophilie, donc on fait aussi un petit peu. On a quand même cette culture de faire des max, des grosses barres. Euh, Est-ce que, et c'est un vrai débat que je lance, est-ce que selon vous, c'est forcément toujours utile à la performance et au transfert dans nos spécialités? Qui se lance en premier? Ah, Moi, j'y vais. vas-y, Marco. Permet. J'ai eu une petite discussion avec une athlète il n'y a pas longtemps parce que elle était bien contente d'avoir fait 60 kilos d'épaulé. Sauf que les 60 kilos, c'était pas très propre techniquement et ça donnait pas une vraie exécution explosive, rapide qui sa discipline lui demande, c'est-à-dire les sprints. Et du coup, les poids max ont une valeur qui n'est pas toujours liée à ce qu'on doit transmettre après sur la piste. Donc, je pense qu'il vaut mieux que la technique aille comment dire, que soit toujours la première chose que l'athlète doit exprimer quand on fait son geste. Et il y a la technique, il y a la force, l'explosivité. Donc, si l'exercice est bien fait techniquement et c'est plutôt rapide et explosif, c'est ce que nous, on va chercher. Parce que finalement, les athlètes qu'on suit, ils ne font pas de l'haltérophilie. Ils font de l'haltérophilie pour être performants sur la piste et sur leur discipline. Du coup, si l'exercice à 55 ou 50 kilos est plus rapide, plus explosif, et on va bien travailler toute la chaîne de la triple extension que l'haltérophilie nous oblige à avoir, ben là, on a centré l'objectif. Mais si l'exercice est mal fait, il est plus lent, et entre parenthèses, il y a un risque de blessure parce qu'il travaille avec des poids lourds, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut toujours que la qualité de l'exercice soit la base de notre entraînement. Voilà. Et tu as déjà eu justement un athlète qui avait explosé ses records, c'était propre, c'était rapide, tout ça en muscu, et que il n'y ait justement pas ce transfert en termes de chrono après derrière? Ou est-ce que c'est toujours lié chez toi? Pour avoir une réponse dans l'autre sens, par exemple, la saison dernière, on parlait d'Alex tout à l'heure. Elle a travaillé avec des poids qui n'étaient pas du tout lourds ou intenses ou proches de ses limites. Parce qu'elle avait besoin encore de renforcer son dos, sa partie supérieure. Donc, comme c'est une athlète qui est très douée, performante et jeune, on a essayé d'avoir un œil de plus sur sa carrière et donc sur les risques de blessures en travaillant avec des charges lourdes. Donc, on a travaillé avec des charges pas lourdes, pas très, très impactantes comme poids et comme intensité, mais toujours un travail rapide et explosif. Et finalement, elle a pu battre tous ses records et faire de belles performances. Voilà. Sinon, on fait. Alors, j'ai jamais eu un cas comme ça, quelqu'un qui a fait des super poids et après il a pas, ça lui a pas permis d'être performant parce qu'on a essayé toujours de régler ça au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire de ne pas travailler principalement sur les lourds, vu qu'à mon avis, c'est pas ce qui te permet après d'être performant parce que
en travaillant avec des poids lourds comme ça, il n'y a pas un vrai lien après avec la performance, comme j'ai déjà dit. Donc, ça peut être, par exemple, faire des squats très lourds, ça peut nous aider à avoir un gainage important pour la course après. Mais après, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental pour avoir une perf. Donc ça nous permet d'avoir un bon gainage, de travailler avec de l'explosivité, avec des poids qui sont un peu plus intéressants. Mais après, on va toujours décaler vers quelque chose de plus léger, mais qui a une priorité sur la vitesse et sur l'explosivité. Voilà. Merci Je ne Marco. sais pas si c'était vraiment clair, mais... Si, c'était très, très clair, Marco. Très, très clair. Ouais, les gars, Yvan, Chris. Bah écoute, comme t'as invité Marco, moi je vais partir, hein, parce que le gars. Non, c'est super intéressant parce que c'est pour ça que j'essaie toujours de vous laisser aussi parler parce que ça me rappelle beaucoup de choses au-delà des infos que tu nous envoies pour essayer de préparer au préalable. Tu vois là, je me reprojette. Alors pour Marco, ouais, vous étiez tous nés. Euh, Moi, quand j'ai commencé à entraîner dans 96, je 1800. sors. Oui, c'est ça, ouais, 1800. Donc là. Donc on tirait des charrettes et tout. Plus sérieusement, moi je m'étais entraîné très très longuement avec Thierry Blanco. Alors j'étais au Racing Club de France et aussi un peu à l'INSEP pour ce qu'on appelait des études, mais qui était un peu compliqué pour moi à l'époque. Et donc du coup, euh, ouais, en 96, je commence à entraîner un peu et je reprends les fondamentaux de ce que je connaissais en musculation. Je prends les bouquins de Cometti, je me lance dedans réellement et j'arrive à entraîner des gens sérieux, hein, puisque les perfs à la perche c'était 5,50, 5,55 et 5,40. Donc c'était pas des gens qui sautaient pas bien, mais au contraire il fallait continuer à construire le projet. Mais c'était un enfer. C'est-à-dire qu'on faisait des séances de musculation ciblées qui prenaient plus de 2 heures et demie, 3 heures. Et ça va parce que c'était des gens qui, avec les temps de récupération vraiment adaptés et tout, hein, on voulait vraiment tout travailler. Et on voulait que les gens, et je voulais, et avec, c'était aussi le choix des athlètes, se préparer au mieux. Mais les séances étaient interminables. Et donc, le principe, c'est qu'ils se sont renforcés à bloc, ils se sont tellement renforcés qu'ils avançaient plus, quoi. D'accord. Et ils ont mis plus de 6 mois à réellement récupérer l'impact physique de la musculation sur leur programmation. Elle était complètement inadaptée, correcte, mais inadaptée. C'est-à-dire que le besoin n'était pas aussi important que ce que j'avais pu mettre en phase avec ces athlètes-là. Donc aujourd'hui, moi, mon process, c'est 4 séances d'entraînement par semaine avec des gens qui ont un niveau régional. Donc, leur priorité, c'est de sauter à la perche. Donc déjà, tu sais que dans ta semaine de 4 séances, tu en as 2 qui vont partir sur le jeu avec une petite séance et une séance un peu plus importante. Dans la petite séance, on peut incrémenter des choses. Dans la grosse séance, on va être concentré sur la séance vraiment de perche avec de la réussite ou pas, de la fatigue ou pas, soit de l'entraînement, soit de l'école, du travail, etc. La vie qui vient impacter cette séance-là. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on est sur des choses qui sont assez souples en termes de musculation et de renfort musculaire. Nous, là, on rentre à l'INSEP début novembre, ce qui fait qu'on a que septembre et octobre au club à Joinville pour pouvoir faire du renforcement musculaire avec des barres et charger. Ensuite, moi, j'amène un peu de matériel à l'INSEP, mais on va plutôt être sur de l'épaulé jeté, de l'arraché au fur et à mesure, avec des charges qui sont relativement légères. Ça va dans le sens de Marco, rester dans les filières que l'on souhaite, explosivité. Donc, par contre, dès qu'on fait cette séance de musculation, on va être sur derrière du transfert direct avec effectivement de la vitesse. Donc, hop, ils finissent leur séance qui est somme toute assez légère, mais qui impacte quand même. Et derrière, ils ont des 30 mètres en descente là, à faire avec des cellules sur 30 mètres. Donc, c'est un 30 mètres lancé. Et c'est notre indice de vérification du début de semaine.
on a une petite progressivité sur la musculation chaque semaine ou sur le type de musculation qu'on va faire si on s'arrête jamais. J'ai pas dit qu'on fait pas de semaine de récup. Donc, on enchaîne les cycles sans récupération parce qu'ils n'ont que 4 séances par semaine et que l'impact est modéré. Mais par contre, notre indicateur de fiabilité sur l'entraînement, c'est les 30 mètres avec 9-30 mètres prévus. Si à 6, tu as fait 1 centième de moins que ce qui était réalisé la semaine dernière en moyenne, ta séance est correcte, l'indice de fatigabilité, il est relatif, on peut continuer la semaine et on continue à mettre de la charge ou pas selon les profils. Donc voilà. Et la deuxième séance qui va faire du renforcement. Alors tous les soirs, aller faire des tractions, grimper de corde, des choses qui sont pour nous importantes parce que c'est le fondamental, hein. Nous, on doit grimper dans le ciel, hein. Donc si on n'arrive pas à faire 2 brassées à la corde, ça va être compliqué. Si tu n'arrives pas à faire 10 pompes, c'est compliqué. Donc pour tout ce qui est structure haut du corps, on est sur des choses qui sont ultra légères. On n'a pas du tout accès à la musculation, au plateau de musculation à l'INSEP. Je le rappelle pour les entraîneurs qui vont à l'INSEP et qui font partie du pôle d'entraînement, nous n'avons pas accès à la musculation. Donc tout se fait soit de façon extrêmement légère sur le site, avec ce que nous apportons, soit c'est fait pour les gens qui viennent 1 fois, 2 fois par semaine à l'INSEP et qui peuvent le faire dans leur club. Donc du coup, voilà, structure légère sur le haut du corps, mais par contre, on a de la musculation, donc on fait plus de squat, on a fait des tirages forcément, mais voilà, on a fait tirage, épaulé jeté, on fera de l'arraché, mais on va rester sur des structures extrêmement légères. Et par contre, la deuxième séance, fin de semaine, c'est plutôt de la plio. Alors ça arrive fin de semaine, mais on a des semaines légères, donc on peut remettre un petit peu. Nous, on a le mercredi de repos, donc ils font lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le vendredi, c'est un petit peu plus de volume sur la course. Pas forcément plus intense, mais par contre un peu plus de volume. Là, on va commencer à intégrer les courses avec perche, etc. le vendredi. Mais par contre, il y a une réserve sur la préparation physique et sur de la pliométrie. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce rapport à la musculation, comme le disait Marco, intensité relative parce que qualité d'exécution pour être toujours dans le bon format des choses que l'on souhaite faire. Et par contre, voilà, moi, les grosses séances de muscule, quand je les faisais il y a assez longtemps, c'est des trucs qui faisaient plus de 2 heures. Parce qu'effectivement, on allait travailler un groupe musculaire du haut du corps, un groupe musculaire du bas du corps, et que la deuxième séance, on le ferait de la même manière. Mais c'était impactant d'une façon incroyable. En tout cas, pour nous, je pense, sur le saut à la perche, c'était quelque chose qui était très, très impactant. Ok. Merci Chris. Yvan? Ouais, donc sur la question, c'est vrai que tu parlais de l'haltéro. Moi, je parle plutôt parler de semi-haltéro, mais bon, on s'entend bien sur les mots. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un début de transfert en fait. Bon, il y a le travail de force, on va isoler un petit peu, on va isoler. Christophe a dit voilà que on peut travailler très longtemps sur de la muscu, sur un bloc, sur un groupe musculaire, et puis à un moment donné, bah comment on arrive à assembler ça. Et c'est vrai que l'haltéro, je trouve que c'est intéressant pour ça. Et c'est intéressant finalement dans une séance d'arriver toujours à faire de l'intermusculaire et du fonctionnel, quand bien même on a bossé un peu en isolant les quadrilles ou les fessiers, enfin tout ce qu'on connaît et qu'on sait qu'on doit faire aussi. Et après, bah, l'haltéro aujourd'hui, c'est vrai que on va dire, c'est un peu, voilà, en demi-fond, c'est un peu à la mode, c'est un peu justement vulgarisé et c'est intéressant parce que ça permet aussi, on a comme une activité qui est, d'un point de vue moteur, beaucoup plus limitée que la perche. Comme disait Christophe, eux, il faut qu'ils grimpent aux arbres. Nous, les arbres, on passe à côté, quoi. Et du coup, tout ce qu'on peut faire là pour avoir un développement moteur un peu plus riche, en tout cas qui vient compenser un développement moteur qui peut être de plus en plus réduit, parce qu'on nous on va rechercher de l'économie de course aussi, hein, donc on va pas non plus fantasmer des foulées de 2,50 m, mais c'est important ouais, parce que je parlais tout à l'heure de ciment, quoi. C'est-à-dire qu'on va bosser, on va tailler nos belles briques, mais à un moment donné, faut qu'il y ait du ciment entre, parce que sinon qu'on va se retrouver comme les athlètes de 1996 là, et effectivement, on a quelques exemples de sprinteurs français qui devenaient des machines très solides et puis qui n'avançaient plus beaucoup, quoi. Enfin, je pense que Christophe voit très bien de qui je veux parler. Pas de commentaire. Non, j'ai déjà eu trop dans le.
Ok. Euh, oui, c'est vrai que ça reste toujours une problématique, ce dilemme entre la force pure qu'on peut développer dans la salle et la performance, le gain de performance euh, sur le, sur le stade et dans nos pratiques. Moi, ce que j'ai remarqué comme ça un petit peu de mes expériences, c'est vrai que tout le profil qu'on a sur l'haltérophilie, d'arracher, d'épauler, de squat, de terre, si on veut un transfert, ce sont des exercices qui se font donc de manière bipodale, il faut arriver petit à petit au fur et à mesure de la saison à les placer de manière unipodale pour justement habituer ce corps à se retrouver sur un appui et justement recréer aussi des petits déséquilibres dans le corps et se forcer à se rééquilibrer. Moi, c'est une petite astuce que j'ai éprouvée. Et ensuite, sur la question de faut-il faire à tout prix des max la saison, bah, j'ai envie de dire, ça dépend des besoins des athlètes. Il y en a chez qui ce sera effectivement efficace de le faire et pour des raisons psychologiques et physiques. Et il y a d'autres saisons où bah, c'était pas du tout efficace. Et je pense que là, tous ici, on entraînait pendant le Covid. On n'avait pas beaucoup de matos. Et pourtant, en ayant bossé pendant 2, 3 mois juste avec des élastiques, des bouteilles d'eau ou avec un sac de livres, bah, on s'est rendu compte assez rapidement que il y avait peut-être d'autres manières de faire. Donc ça aussi, moi, ça m'a interrogé un petit peu sur les pratiques et me dire que bah, l'objectif principal, c'était de sauter moins en vigueur, quoi, ou de sauter moins au trip, ou de courir vite. Euh, Forcément, ça te questionne quand les performances baissent, ça me questionne aussi un petit peu ton système. Euh, Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez, là, je vais lancer un petit débat pour voir, ce sera peut-être la dernière question du jour. Euh, Qu'est-ce qui va différencier une bonne préparation physique d'une préparation physique médiocre? Ah, ça brille un peu à gauche, à droite. Non, moi, je veux bien commencer si tu veux, Fred. Allez, allez. Ouais, pour moi, une prépa physique médiocre, c'est croire c'est croire qu'on en fait parce qu'on assemble des choses. Et puis, en fait, on n'a pas programmé véritablement ça par rapport à une évolution de saison, une évolution d'exercice, par rapport à ce que l'athlète peut faire ou ne peut pas faire. Et avoir l'impression que finalement, on a rempli des cases, mais finalement, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on va pouvoir utiliser après. Et pour moi, c'est un peu le piège. C'est quand on dissocie trop la prépa physique du reste, c'est de dire, bah, j'ai fait la prépa physique. Ok, super. Mais en fait, t'as pas vraiment validé les apports que ça avait. Et ça, dans la continuité de la saison, quoi. Ouais. Donc, et puis après, bah, sur les mauvaises prépas, pour moi, voilà, ouais, c'est pas réfléchir aux difficultés de l'athlète. C'est parfois se disperser un peu trop aussi pour faire joli, alors que, bah, on est quand même sur un objectif où on veut améliorer les qualités d'un athlète et dans une finalité de spécialité. Donc, faut quand même rester aussi sur des basiques, quoi. Ok. On veut réagir. Bon, enfin, Christophe, Marco. C'est pas, c'est la préparation physique, à mon avis, c'est une bonne préparation physique. C'est aussi une préparation qui a une présence constante dans la saison. Parce que, et même moi, au début de mon travail comme entraîneur, la préparation physique, c'était quelque chose qui était présente dans les premiers cycles de la saison. Et après, c'était quelque chose que j'allais perdre un peu. Et avec l'expérience, j'ai vu que si la préparation physique est présente tout le long de la saison de l'athlète, bien évidemment, elle va évoluer, elle va s'adapter selon les rythmes de la saison. Mais c'est quelque chose qui est fondamental pour, comme on a dit déjà tout à l'heure, pour la prévention des blessures et pour la performance. Donc, une bonne préparation physique c'est quelque chose doit être présente toute l'année, toute la saison. Voilà.
Et puis, pour rebondir un peu aussi sur les discours de poids max dont on parlait tout à l'heure, désolé, je fais un petit pas en arrière. J'ai remarqué que travailler avec des poids lourds, quand on travaille avec des poids lourds, il faut toujours avoir une technique impeccable. Et pour moi, les poids lourds de chaque athlète est établi selon l'exécution de l'exercice. Si quelqu'un fait 150 kg de squat ou 80 kg de polé, mais les 80%, on l'a tiré avec les dos, ça ne sert à rien. Il faut mieux faire 110 kg, mais tout est soulevé par la chaîne inférieure des jambes. Alors là, on a vraiment une efficacité totale et l'objectif de quoi on veut travailler est centré. Voilà, petit retour vers la question précédente. Et voilà. Et puis, du coup, c'est quelque chose qui est bien cadré sur les exigences de chaque athlète. Voilà. Sinon, faire une préparation physique, c'est entre guillemets facile si on fait une séance avec des exercices pour tout le monde et 10 minutes on s'est débarrassé, ça c'est entre guillemets facile. Mais avoir une préparation physique qui soit bien centrée pour les faiblesses de chaque athlète, pour les besoins de chaque athlète selon la discipline et tout. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus efficace et je pense que ça va être une bonne préparation physique. Mais c'est un peu la difficulté que l'entraîneur rencontre, mais qui doit voilà, faire bien. Ok, top. Chris? Oui, bah ça va reprendre un petit peu ce que disait Yvan et ce que disait Marco. Hein. C'est effectivement une continuité dans les choses. Voilà, ne pas isoler les choses. C'est pas parce qu'on le fait au début que ça doit foncièrement s'arrêter. On a nos fondamentaux à maintenir. C'est le vieux discours des entraîneurs des années 80, faire des gammes, faire des gammes, faire des gammes, faire des gammes. La préparation physique fait partie de ces gammes indispensables, je pense. Le deuxième point que je mettrais, c'est les indicateurs. Voilà, vérifier que les indicateurs sont toujours positifs. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce que moi j'incrémente dans les séances, j'ai toujours un indicateur qui est lié à la vitesse qui va me donner la perception un peu du niveau de la personne en début de semaine pour pouvoir faire le reste ou pas et ou l'adapter. Il y a aussi sur la préparation physique, quand on parle de continuum, c'est la présence des athlètes. Parce que voilà, quand tu t'arrêtes pendant une semaine, enfin moi je vois, j'ai des étudiants qui doivent bosser, qui viennent faire de temps en temps. Bah, tu fais avec ce que tu as et comme tu fais. Donc il y a une trame sur laquelle tu essayes de rester le plus pragmatique pour apporter le meilleur. Mais par contre, il arrive forcément un moment où tu t'as raté deux séances pendant 3 semaines. Effectivement, ton cycle entre guillemets, puisque moi je fais pas foncièrement de cycle continue. Je travaille quand même sur une structure d'un mois évolutive, hein. Mais il y a pas de rupture pour de la récupération puisqu'ils ont 3 jours off par semaine. Donc, sur lesquels ils peuvent sortir, faire la fête ou se reposer au choix. Ça, je gère pas du tout les à côté. Donc, voilà. Et surtout, quand on parle de continuum, ça me rappelle aussi quand j'ai fait ma formation BE2 à l'INSEP dans les années 2000, on avait un prof qui intervenait sur tout ce qui était structuration de l'entraînement. Alors, comme je disais, moi, j'étais sorti de la formation avec Thierry Blancon, qui est aujourd'hui référent également à l'INSEP et qui m'avait appris beaucoup de choses. Et derrière, bah, le gars nous dit, voilà, nous, sur le vélo, dans une formation, nous, sur le vélo, au bout de 3 semaines, à 3 semaines de l'événement, on arrête tout. Ou alors, j'entendais même sur le pôle à l'époque, ouais, avant, 3, 4 jours avant les grandes compétitions, on ne fait plus rien. Si tu dors, tu dors. Hein. Ton système neuro, il se met au repos. T'arrives dans les starts.
ou avec une perche, si tu n'as rien fait avant, il y a très peu, enfin, la grande majorité des gens vont peut-être pas, il y a peut-être des gens pour qui ça fonctionne. Donc, en torturant le mec, il a quand même avoué que, par exemple, au vélo, puisqu'il intervenait sur la fédération de vélo, il changeait les braquets. Il faisait plus de muscu, mais ils adaptaient les braquets. Donc, il faisait des séances spécifiques avec des braquets plus forts pour continuer à faire soit de la force, soit de l'explosivité. Donc, en définitive, voilà, il y a vraiment le mot continuum. Le mec ne voulait pas dire ce qu'il faisait, on s'en foutait. Le principe, c'était de dire, à un moment donné, on ne s'arrête pas, parce que le corps doit être mis en mouvement et doit rester dans la dynamique pour laquelle il a été entraîné et vers laquelle il doit performer. Donc, en définitive, voilà, moi, je mettrais ça là-dessus. Mais bon, il y a un truc aussi qui m'interpelle là sur l'ensemble de notre échange, c'est le nombre de compétitions qu'on réalise. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'entraînements, on a tous une structuration qui est très claire là, qui est professionnelle pour moi. Mais par contre, on a des athlètes, en tout cas à mon niveau, qui vont faire 10 compétitions par an. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner presque 9 mois ou 8 mois pour faire 10 compètes par an. Donc en définitive, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi, les gars? C'est quoi le... Et un entraînement, c'est pas une compétition. Tu les mets dans un registre près de la compétition. Mais on n'est pas dans la compétition qui va recruter l'ensemble de tout ce que tu as pu faire. Et en définitive, il y a des fois où on va enchaîner. Par exemple, là, janvier, on va faire 5 compètes, nous, voire peut-être un peu plus puisqu'on va faire des meetings. Inscrivez-vous, hein, c'est bientôt. Hein. Le 14 janvier, premier meeting du Val-de-Marne Indoor. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve avec des athlètes qui s'entraînent beaucoup, mais qui n'ont plus du tout la notion de compétition. Donc, en fait, est-ce qu'on a bien matché ou pas? Voilà, moi, ça fait 40 ans que je suis sur les terrains, voire même un peu plus si je m'inclus moi personnellement en tant qu'athlète. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que je vais pas me déplacer partout, mais je sais pas si tous vos athlètes se déplacent partout pour faire les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il faut leur amener à portée de main un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent aller faire de la compète et s'exercer dans ce pourquoi ils se préparent. Donc, à mon avis, ils sont pas trop mal préparés. Mais par contre, il y a tellement peu de compètes qu'en définitive, est-ce que tu as la capacité de te réaliser ou pas? On a eu souvent le débat avec Fred, quand un mec se déplace sur la longueur et qu'il fait 3 mordus, bah voilà, il a 3 sauts pour réaliser une perf, quoi. Alors que normalement, il en a 6. Donc, il y a un moment, la performance, elle passe par l'exigence de notre côté sur la préparation, sur tout ce qu'il y a sur le plan physique. Là, on n'a même pas parlé du plan métabolique, hein, parce qu'il y a plein d'éléments métaboliques qui sont liés à l'endurance fondamentale et sur le 400 qui vont être très intéressants à traiter si on a à faire un sujet. On m'a interpellé là-dessus, hein, il y a encore hier, sur effectivement les tests que nous proposons au sein du comité et les tests de VO2 max avec prise de lactatémie, etc. sur les courses, sur le sprint long et le demi-fond, que d'autres pays font et que nous on ne fait pas et qu'on n'a pas intégré. Parce qu'effectivement la formation des entraîneurs est moyenne là-dessus. On est très fort sur le plan athlétique comment dire musculaire. Par contre sur le physiologique et l'analyse du physiologique, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, moi, sur mon registre, l'indicateur pour les gens, voilà, savoir qui progresse, que les choses sont bien réalisées. Et pour revenir sur ce que disait également Marco, sur la RM1, c'est-à-dire force max, aujourd'hui, si tu fais 3 reps, tu sais qu'à 10% après, tu es à ton max, quoi. Donc, du coup, est-ce que tu dois aller charger pour aller chercher la barre ultime et te briser en 4? Moi, je l'ai fait. Bah voilà, j'ai 3 hernies discales, j'ai une épaule en moins, donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire aujourd'hui, c'est pas du tout le prérequis de ce que je cherche avec les gens que j'entraîne. Ok. Après, dans la force max, désolé, Vas-y. il y a aussi des athlètes qui sont mentalement capables de supporter des charges et la difficulté de réagir à une charge max. Il y a des athlètes qui en fait, les limites de leur force max, c'est plus mental que physique. Bien sûr. Il y a une certaine charge sur les dos. Ah non, 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 je peux pas. Alors que physiquement, elle pourrait. Du coup, c'est une aspect mental dont on doit tenir compte.
Ouais, mais ça, tu peux aussi la retrouver, cet aspect mental, tu vas le retrouver peut-être en compétition aussi. Si, c'est un aspect mental général qu'après, ça se Mmh. peut retrouver dans des exos de force max, comme dans la compétition, Bah, comme dans un arraché. à ce côté quand même très et qui je pense correspond à l'époque, correspond aussi aux utilisations des réseaux sociaux, l'image de soi, la confiance en soi. Et le fait de faire de la muscu, de faire du lourd, ça contribue justement à la construction chez beaucoup de cette image positive de soi. Et après, je pense que nous, c'est notre rôle d'éducateur, d'entraîneur, dans son club, hein, euh, bah justement de rappeler que la pratique de l'athlétisme, ce n'est pas que ça. Et justement que la préparation physique, ce n'est pas que soulever lourd. C'est au contraire te préparer à être performant dans certaines fenêtres. Pas tout le temps, mais sur certaines fenêtres. À être bon dans ton activité. Et je pense que c'est peut-être aussi là le gros travail aussi qu'il y a à faire de vulgarisation. Très bien. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous invite chacun à passer un petit mot pour conclure. Bah moi, je suis content que Marco soit passé. On en a parlé à chaque fois. Durant tout l'été, c'était Alex, 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 Déo. Et on parlait un peu de son entraîneur. Voilà, moi, je pensais que c'était une bonne chose de l'inviter. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour son côté humain, la manière dont il a su s'emparer d'un projet avec beaucoup d'humilité. Et voilà, je pense que bah, c'était mon petit mot du jour. On l'a souvent remercié sans qu'il soit présent, et je voulais le remercier la perso parce qu'effectivement, voilà, ça fait partie des gens que je respecte énormément sur le terrain. Bah, n'oublie pas ma pizza hein, quand même, toi. Eh ben, merci, Chris. Marco, un petit mot pour conclure? Alors, un petit mot pour conclure. Déjà qu'il faut faire attention quand les coachs demandent de la technique. Par exemple, pendant des compètes, en haut des séances, on peut entendre monte plus les genoux, accroche ton bras. Mais là, on peut avoir une réponse si notre préparation physique a été efficace. Parce que parfois, on demande des choses aux athlètes qu'ils ne peuvent pas réaliser parce que s'ils ont un psoas faible, pour faire un exemple, ils n'arrivent pas à monter les genoux. Donc, ce n'est pas une question technique, mais de préparation physique. Voilà, pour conclure le thème qu'on a abordé ce matin. Et puis, merci Christophe pour tes mots. Ils sont très gentils. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. J'espère d'avoir été clair dans dans mes mots, qu'avec mes mots. Mais je vais travailler pour ça, pour améliorer mes discours. Je te rassure, tu es bien meilleur enfin, tu maîtrises très bien le français, alors que nous, en italien, hein, on serait vraiment à la ramasse. Donc, oui, une pizza entre coachs avec grand plaisir. Comme ça, je vous amène avec des gars italiens. Vous n'avez pas le choix après. Il faut parler. Parfait. Le rendez-vous est pris. De toute manière, merci beaucoup pour vos mots et pour l'invitation. Ça m'a fait très, très plaisir. La porte t'est grande ouverte, Marco. Donc, sens-toi libre de venir quand tu veux. Nous t'accueillerons avec plaisir. Yvan, un petit mot pour conclure? Ouais, que dire après de belles paroles comme ça, après de belles paroles de Christophe. Non, je rejoins Marco quand il dit que bah ouais, la préparation physique, elle est hyper importante et elle doit être corrélée que effectivement à un moment donné, et on voit même ça chez les jeunes, c'est-à-dire qu'on a des exigences et puis bah le jeune il a pas ce qu'il faut quoi, il a pas ce qu'il faut et c'est pas en l'ayant avoiné de je sais pas combien d'exos en début de saison pendant un mois que on va lui permettre de se développer finalement, il va répondre à une demande mais il va pas forcer. Plus parfois, on sait que il va dire bah j'ai fait la prépa physique, ça y est, maintenant je peux faire mon sport. Bah non en fait, et je pense que c'est éduquer à ça, à dire voilà c'est un outil et c'est un outil qu'on doit pouvoir enrichir au fur et à mesure. Et je pense on a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui et il fallait bien s'arrêter. Et autrement, je rejoins Christophe, c'était très très sympa d'avoir Marco. Et bon, on sait pourquoi on fait ces podcasts aussi au niveau du comité. Hein. On veut surtout que la parole soit partagée, soit échangée entre entraîneurs.
Donc, Marco s'étant très bien débrouillé, et je dis pas ça pour la pizza, même si j'ai bien noté, ça sera cool si on peut avoir aussi d'autres entraîneurs au fur et à mesure pour partager leur savoir et leur connaissance. Voilà ce que j'avais à dire. Super, top. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toute la question. Euh, C'était très intéressant de partager justement ces visions sur des disciplines différentes. Euh, voilà. Bah, merci à tous et puis on se retrouve très vite. Allez, à bientôt les gars. Merci Fred. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Ciao les gars.